Bienvenue sur la chaîne des non-dits en cabinet médical à propos de se dépister un cancer du sein. Bien entendu, je vous rappelle que sur 100 cancers du sein, un seul est masculin. Ce qui représente, il faut le dire quand même, 620 cancers par an pour les hommes. Donc ça peut intéresser femmes, mais aussi les hommes. Vous connaissez sans doute le serment d'Hippocrate. Hippocrate était un grec qui a vécu 450 ans à peu près avant Jésus-Christ, était un éminent observateur. C'était surtout un clinicien. Il était très observateur. Alors lui, il n'avait pas d'examen complémentaire, bien entendu, à cette époque-là. Et puis, ensuite, si vous voulez, une discipline, ensuite, dans les études de médecine, il existe une discipline qu'on appelle la sémiologie. Ça vient du grec, sémeios et logos. Ça veut dire sémeios, c'est signe, et logos, discours, parole, etc. Voilà. Cette sémiologie enseignait aux médecins tous les signes qui pouvaient éventuellement traduire une maladie. Prenons par exemple une fièvre. Bon, une fièvre, on cherchait bien sûr d'autres signes, mais enfin une fièvre. Voilà, sémiologie. Très bien. Une raideur articulaire, sémiologie, on cherche. Alors, le médecin, finalement, qu'est-ce qu'il utilise dans son cabinet? Il utilise ses yeux, l'inspection, son oreille, l'écoute, écoute des bruits, écoute du patient. Il utilise aussi sa parole. Il interroge son patient, il lui donne de l'information, etc. Des consignes de prévention. Et puis les mains. Mais les mains qui peuvent se prolonger aussi par des outils. Vous connaissez le stéthoscope, qui sert à écouter, poumon, cœur, etc. Des souffles dans l'abdomen, par exemple. Mais aussi l'otoscope, pour observer ce qui se passe dans l'oreille, pour voir le tympan. Tout banalement, la baisse-langue, voilà. Le marteau réflexe, pour faire un examen neurologique. L'oxymètre, pour l'oxygénation du sang, voir si le patient est en manque d'oxygène. Mais tout ça, c'est la clinique, c'est dans le cabinet. Ce ne sont pas des examens complémentaires d'imagerie, laboratoire et compagnie. J'en passe, c'est clinique. Et c'est pourquoi, dans cet autodépistage, j'insiste sur cette clinique. Vous allez devenir clinicienne ou clinicien sur ces signes que vous allez tenter d'observer et qui pourraient éventuellement annoncer un cancer du sein. Je voudrais rappeler que Emmanuel Kant, qui est un philosophe du XVIIIe siècle, disait ceci, que la médecine est un art et non une science exacte ou rationnelle. Il me semble que c'est toujours vrai. Absolument. Bien entendu, la technologie nous aide énormément, mais si on ne passe pas par cette étape, d'abord ça va coûter très cher, on peut prescrire n'importe quel examen complémentaire sous la pression du malade qui veut être rassuré, alors qu'un bon examen clinique peut rassurer le patient et nous permet d'entrer dans des algorithmes susceptibles de nous amener à des examens complémentaires de façon tout à fait logique et selon les recommandations médicales. Voilà. Donc, si vous voulez, sur le plan... j'ai toujours été étonné, si vous voulez, même stupéfait, du fait que on n'a jamais fait d'études, j'ai cherché dans la littérature, on n'a jamais fait d'études de l'autodépistage par la patiente ou le patient, par exemple pour le cancer du sein, par rapport, bien sûr des personnes initiées, il faut les initier, par rapport à des gens non initiés, hommes et femmes. Ceci sur des grands lots de malades pour pouvoir porter un avis, pour savoir si, de façon significative, c'est plus intéressant d'initier les femmes et que ça peut nous permettre de découvrir. Parce que il ne faut pas oublier qu'entre 50 et 74 ans, effectivement, on vous invite au dépistage organisé, pas de problème. Mais en dehors, avant et après cet âge, et entre les mammographies qui sont faites tous les 2 ans dans cette période, rien. Voilà l'utilité. C'est pourquoi je fais cette vidéo. Voilà, ceci est important. Si bien que finalement, je vais faire de vous, mesdames, des cliniciennes. Vous allez pratiquer la sémiologie d'observation, essentiellement, de palpation aussi. Et vous allez, quelque part, jouer au docteur. Et pourquoi pas?
Voilà. Et vous saurez ce que, effectivement, nous médecins, nous recherchons lorsque nous vous voyons. Ce qu'il faudrait quand même que les femmes demandent à leurs médecins, parce que c'est quand même important, de palper les seins à l'occasion au moins d'une consultation annuelle. Ça me semble primordial. C'est à vous, les femmes, de proposer aux médecins. Maintenant, si vous voulez, c'est devenu ainsi. Autrefois, lorsque moi je me suis installé, je proposais éventuellement la palpation des seins. Mais aujourd'hui, la femme doit proposer et demander, docteur, est-ce que vous voulez jeter un coup d'œil sur mes seins, sans attendre qu'il y ait un signe particulier, en disant j'ai senti quelque chose. Bien entendu, s'il y a eu un signe, a fortiori, le médecin regardera. Eh bien, allons faire de la clinique ensemble pour faire de vous des cliniciennes. 57%, ce sont des cancers masculins. 50%, la moitié de ces cancers sont dus en grande partie à des facteurs qu'on appelle modifiables. Nous allons en parler de façon appropriée pour le sein. Rappelez-vous, cancer du sein, 62 000. En 2023, 12 000 décès. 50% ont moins de 64 ans, 50% ont plus de 54 ans. En termes de survie, nous faisons d'énormes progrès, grâce notamment à l'immunothérapie, bien sûr, mais aussi au dépistage précoce. Ce qui amène, bien sûr, à des rémissions très longues, voire à des guérisons. 80% sont en vie, 10 ans en moyenne, 10 ans après le diagnostic. Donc à vous de vous inspecter avant de vous palper. Posez-vous cette question. Est-ce que je présente un ou des facteurs de risque de faire un cancer du sein? Qui m'inciterait donc à m'auto-surveiller, à me surveiller moi-même. Quel est mon niveau de risque de faire un cancer du sein? Toute femme sans facteur de risque repéré a tout intérêt à s'autopalper, à s'examiner. Un bas risque n'exclut pas le risque. La palisse. Le moyen correspond au fait de ne pas avoir d'antécédent personnel ou familial de cancer du sein. Familial, bien sûr, consanguine. De ce type de cancer. Retenons que l'autosurveillance se concentrera au-delà surtout de 50 ans. 80% des cancers sont au-dessus de 50 ans. Bon, voilà. Ce risque moyen se rattache aussi au mode de vie, on l'a dit, l'alcool en priorité, le tabac, le surpoids, l'obésité, la sédentarité, le manque d'activité physique. Et la moitié des cancers en général sont en rapport avec des facteurs modifiables, je l'ai dit tout à l'heure. Là encore, se dépister, dont nous allons parler, vous concerne en risque moyen. Il convient de préciser que les patientes ayant bénéficié de traitement hormonal de la ménopause sont aussi à surveiller de près pendant le traitement et au-delà du traitement. Nous pouvons considérer qu'il y a là un facteur de risque, mais risque moyen, dont nous parlions tout à l'heure en premier. Alors le risque, disons, élevé de faire un cancer du sein. Posez-vous cette question. Ai-je présenté certaines affections du sein dans le passé? Affections correspondant à une prolifération, une densification du sein, des adénofibroses, voilà, par exemple. Ai-je eu mammographie? Ai-je eu échographie? Est-ce que j'ai eu un suivi particulier à un moment de ma vie? Ai-je un antécédent de cancer, quel qu'il soit, moi-même? Cancer d'autre chose, bien sûr. Ai-je subi une radiothérapie sur mon thorax, par exemple, pour une maladie des ganglions, un lymphome, maladie d'Hodgkin? Il vous faut consulter pour une surveillance spécifique. Vous n'êtes pas dans la situation concernée du dépistage organisé. Confère ma vidéo précédente sur le dépistage organisé. Parlez-en à votre toubib, il déterminera le type de surveillance et rien ne vous empêchera l'autosurveillance. Entre les consultations, nous allons en parler. Vous réaliserez la mammographie, débutée à un âge bien sûr plus précoce que les 50 ans vraisemblablement, du dépistage organisé, voire peut-être réalisation d'échographie ou d'IRM qui permettent d'étudier la structure du sein dans les 3 dimensions.
Qu'appelle-t-on maintenant le très haut risque de faire un cancer du sein? Il s'agit d'une prédisposition génétique, expliquée par une mutation d'un gène qu'on appelle le BRCA1 et 2. BRCA, ça vient de breast, cancer. Hein. C'est ainsi que vous signalerez à votre médecin si dans votre parenté, de premier degré notamment, parmi les femmes, un cancer du sein a été diagnostiqué. Qu'appelle-t-on la parenté directe? C'est la mère, c'est la sœur, ce sont les filles, voire la grand-mère maternelle s'il y avait la mère. Si oui, c'est alors que votre médecin vous adressera une consultation d'oncogénétique. Onco, ça veut dire cancer, où l'oncogénéticien fera une sorte d'arbre généalogique et vous dira le niveau de risque, de probabilité de faire un cancer. Voilà. Alors là, la surveillance débutera très très tôt, à 20 ans. Hein. Surveillance clinique, vous connaissez, inspection, palpation, et par imagerie. Bien entendu, la patiente n'entre nullement dans le dépistage de Madame Tout-le-Monde, 50-74 ans, dépistage organisé. Ce dépistage concernera bien sûr les sœurs et filles et la dite patiente. Pareillement, s'il y a un antécédent familial ou personnel de cancer de l'ovaire, où intervient un facteur génétique assez souvent. Enfin, le dépistage par vous-même. Je vais ne faire que répéter ce que je dis aux jeunes femmes qui viennent pour initier une contraception. Mais là encore, un non-dit, car je ne le fais pas systématiquement pour toutes les femmes à l'occasion. Toujours pour un problème de temps, si elles ne viennent pas pour cela. Mais c'est valable dans toutes les situations de risque, mais aussi entre les dépistages organisés, qui ne se font que entre 50 et 74 ans, mais tous les 2 ans. J'ai souvenance d'une patiente qui venait de faire sa mammographie 6 mois après, c'était dans le dépistage organisé, elle se découvre elle-même un petit nodule. Elle-même, et c'était un hasard. Qu'en serait-il si c'était un dépistage personnel organisé à grande échelle? Je me pose la question. Pour une femme avant la ménopause, de préférence, palpation se fait en première partie de cycle. En effet, quelques jours après les règles, les seins sont moins denses et donc la femme est plus susceptible d'isoler, de découvrir une densification, une tumeur, un nodule. En ce qui concerne la femme ménopausée, c'est-à-dire qui n'a plus de règles depuis au moins 1 an, les seins ont une structure moins dense, moins glandulaire en permanence. Attention, certaines suivent un traitement hormonal de la ménopause, suivant que ce traitement est continu, discontinu, c'est-à-dire interrompu toutes les 3 semaines, par une semaine, sans traitement, sans médicament. Et selon la densité des seins, seul le médecin sera à même de la conseiller pour le choix du moment à s'auto-examiner, s'il l'estime nécessaire. Surtout s'il vous revoit qu'au bout d'1 an. Vous, la femme ménopausée. Un grand principe, si vous avez un doute sur un sein, comparez votre sein de l'autre côté. Que ce soit l'examen visuel ou que ce soit la palpation. L'inspection. Pour cela, mettez-vous face à un miroir avec un bon éclairage. Toute plaque plus ou moins inflammatoire, légèrement rouge, au niveau du mamelon ou sur le sein, doit inquiéter. Tout écoulement du mamelon doit inciter à consulter. Regardez cette photo, constatez cette lésion, cette croutelle du mamelon, qui s'est avérée un signe de cancer du sein, appelé la maladie de Paget du sein. Du reste, je remercie le docteur Franz Pierre, qui est un collègue de Bagnols-sur-Mer, qui confraternellement m'a proposé cette photo et 2 autres encore. Certaines femmes ont des mamelons, disons, des bouts de sein, ou tétons, comme vous voulez, très en relief. Observez bien l'orientation de ceux-ci. Si le relief d'un des 2 n'est pas identique, parce qu'il vous semble dévié ou moins ressorti, la femme doit tenter de le tirer délicatement, comme le fait cette femme sur cette photo, pour voir si rien ne le retient en profondeur. Dans le cas contraire, la femme devra consulter. Toujours par inspection, recherchez le signe de la peau d'orange. Regardez une orange. Regardez sorte de petites aspérités de dépression. Eh bien, vous pouvez trouver cela sur une zone du sein. Ce sont des petites rétractions. Le sein perd son galbe quelquefois, sa rondeur. Voilà. C'est alors que
La femme, devant ces petites dépressions millimétriques, elle devra penser qu'il s'agit d'une rétraction de la peau, d'un processus tumoral peut-être malin en profondeur, qui aspire littéralement à la peau dans son épaisseur. La rétraction peut être plus spectaculaire, comme sur cette photo. Regardez. Il vous restera à continuer l'examen. Consultez, bien sûr. Je vous montre cette photo, et encore merci Dr France Pierre, avouant qu'il ne s'agit plus d'une petite pointe de rétraction de peau d'orange, car cette rétraction s'est transformée en véritable rétraction provoquée par des adhérences du cancer à la peau. Passons à l'autopalpation, toujours vers le 8e, 10e jour du cycle. Première façon, le bras écarté du corps à 90 degrés, avec le plat de la main, aplatir le sein zone par zone, sans oublier la partie externe. Considérez que le sein peut se diviser en 4 cadrans, vous imaginez, et vous explorez les 4 zones. Vous explorez la consistance, voir si elle est partout pareille. Il conviendra de comparer au côté opposé, nous l'avons dit. Une consistance dure n'est pas forcément une tumeur, ça peut être les côtes derrière. Mais si vous voyez que ce petit nodule ou cette tuméfaction glisse sur les côtes, se déplace, inquiétez-vous. N'oubliez pas, n'oubliez aucune zone. La partie du sein, notamment, qui a tendance à se ptoser vers l'extérieur. Seconde façon de palper consiste à saisir le sein par zone entre le pouce et le reste de la main en pinçant le sein à la recherche d'un foyer plus dense, plus dur, toujours en comparant au côté opposé. Il peut s'agir aussi simplement d'un sein un petit peu plus dense, c'est pas un nodule, dont vous avez du mal à trouver les limites, vous ne savez pas. Toujours dans le cadre de la palpation, il reste à explorer les gîtes ganglionnaires, à la recherche d'un ganglion dit sentinelle, témoin. Le bras ballon, légèrement écarté, et non plus à 90 degrés. Pourquoi? Pour pouvoir remonter très haut dans le creux de l'aisselle, et en appuyant sur les côtes, avec la pulpe des doigts, car un ganglion peut s'y cacher, peut glisser, vous le sentez se déplacer éventuellement. À pratiquer sur l'aisselle droite, sur l'aisselle gauche. Il est possible de percevoir un ganglion alors que la palpation du sien n'a a priori rien révélé. Second gîte ganglionnaire, à la base du cou, derrière les clavicules. Un petit creux qu'on appelle, nous, la salière, dans laquelle peut se cacher un ganglion qu'on appelle sus claviculaire, au-dessus de la clavicule. C'est un ganglion sentinelle. Tout cet auto-examen peut s'effectuer en 2 minutes. Mesdames, plus vous ferez cet examen régulièrement, par exemple tous les 4 à 6 mois, plus vous connaîtrez la structure de vos seins et serez à même d'y découvrir une anomalie. Bien évidemment, en cas de constat effectif ou de doute, rencontrez votre médecin traitant qui fera son examen clinique et estimera s'il doit vous conduire vers une imagerie. Si nous découvrons de plus en plus de cancers du sein, c'est bien grâce aux divers dépistages, surtout dépistages organisés. C'est ce qui explique le taux de guérison en très nette progression, et je le répète, grâce aussi aux nouveaux traitements. Voilà. Allez, nous avons fait beaucoup de progrès, notamment au-delà des chimiothérapies, grâce à l'immunothérapie ou une thérapie qu'on appelle ciblée. De cette vidéo, vous, mesdames, devez situer tout d'abord votre niveau de risque. Ai-je un risque moyen? Un risque élevé? Très haut risque? Au-delà, vous pouvez agir sur certains risques, c'est ce qu'on appelle la prévention primaire. Par exemple, l'alcool, la sédentarité, le surpoids. Ne pas s'ancrer non plus dans une obsession d'auto-examen tous les jours. Se fixer un rythme raisonnable, comme nous l'avons dit plus haut, 4 à 6 mois par exemple. Voilà, entre 2 examens par le médecin. Entre votre autodépistage et le dépistage organisé, n'hésitez pas à solliciter l'examen clinique des seins par votre médecin généraliste, votre gynécologue. Sollicitez-les, ou votre sage-femme. Observez comment ces praticiens s'y prennent et allez jusqu'à proposer de vous examiner, de vous autopalper vous-même devant les praticiens afin qu'ils puissent valider votre façon de faire.
espérant que ces conseils vous aient été accessibles et vous rendent service. Peut-être vous fera-t-elle gagner, qui sait, qualité et durée de vie pour certaines d'entre vous. Rappelez-vous, ne pas faire l'autruche. Rappelez-vous, se garder de mettre la poussière sous le tapis. Partez gagnante. Il me revient de vous remercier de votre toujours bienveillante attention. Manifestez-vous en cliquant sur la main levée, en vous abonnant, en cliquant sur la cloche sous la vidéo. Tout commentaire alors là, sera bienvenu. La prochaine rencontre concernera la toilette régulière de l'ordonnance médicamenteuse, l'effet placebo, l'effet nocebo. Vous dites non dit? Ah bah oui, dans le domaine, il y en a pas mal. Comme les non-dits que nous avons traités aujourd'hui et que nous ne disons pas effectivement dans nos cabinets, quelquefois souvent, par manque de temps. En tout cas, à bientôt.